Salut les polémistes et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de Hold Up, ce magnifique faux-documentaire. Il s'agit d'un mot valise formé par les mots faux et documentaire, il s'agit donc d'un faux documentaire. Mais qu'est-ce donc qu'un film documentaire? Un film documentaire ou un documentaire est un film didactique présentant des faits authentiques non élaborés pour l'occasion. Alors oui, il y a des choses vraies dans Hold Up, mais elles sont noyées dans une masse de choses fausses. Nous ne pouvons donc pas légitimement appeler Hold Up un film documentaire. C'est pourquoi dans la suite de cette vidéo, je continuerai d'appeler Hold Up un faux documentaire. Un complotiste est un défenseur d'une théorie du complot. Une théorie du complot est une expression d'origine anglaise définie pour la première fois en 1945 par Karl Popper qui dénonce comme abusive une hypothèse selon laquelle un événement politique a été causé par l'action concertée et secrète d'un groupe de personnes, plutôt que par le déterminisme historique ou le hasard. La théorie du complot attribue une cause unique à des faits avérés. Elle se différencie en cela de la démarche historique qui induit une multicausalité. En plus de cela, j'ajouterai qu'un complotiste a accès aux mêmes informations que tout le monde et en arrive à une conclusion différente. Ce rajout est important à faire car il permet de faire la différence entre des complotistes et des lanceurs d'alerte qui, eux, ont accès à des informations que peu de personnes ont. Cela évite de se faire avoir par ce genre de message qu'on trouve dans le générique de ce faux documentaire. Merci aux lanceurs d'alerte comme Sylvano Trotta, pas la blague, Jean-Dominique Michel, Emma Creuzy, Pascal Jean-Jacques Crèvecoeur. Mais oui, bien sûr, ces gens-là ne sont pas complotistes, ce sont des lanceurs d'alerte. Pardon. Dans le détail, voici ceux qui s'expriment dans Hold Up. Des ultra-cathos d'extrême droite tendance civitas. Des illuminés à qui Dieu fait faire des découvertes scientifiques dans leur sommeil et qui mènent des essais cliniques illégaux dans des abbayes. Des personnes qui pensent que la Lune est un satellite artificiel creux anti-vax pro-QAnon. Des auteurs d'essais cliniques sauvages à coups d'administration massive d'antibiotiques à des enfants autistes sur fond de croyances en la mémoire de l'eau. Des faux anthropologues au CV falsifié. Des médecins fraudeurs et inventeurs de la maladie imaginaire dite du Lyme chronique, causée par des tiques d'origine nazie. Ouais, fallait un point de Godwin, bah merci Christian, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Des pseudo-scientifiques obligés de faire passer leurs publications par des revues prédatrices, car elles sont rejetées partout ailleurs pour leur nullité. Des patrons voyous qui rachètent et virent tout le personnel d'une rédaction pour la transformer en blog putaclic. Des anti-vaccins primaires épinglés par Check News pour leurs mensonges sur le sujet. Alors évidemment, il faut être prudent sur les conclusions que l'on peut tirer de cette présentation. Il est évident que l'on ne peut pas conclure que ces gens-là ont menti sur Hold Up, sur le simple fait qu'ils ont déjà menti par le passé. De la même manière qu'on ne peut pas conclure qu'un article journalistique ou un passage télé est faux parce que le journal ou la chaîne appartient à un milliardaire. Seuls les arguments comptent. Néanmoins, cette présentation permet de constater qu'un grand nombre de ces intervenants ont des discours dangereux, loin de tout consensus scientifique, ce qui devrait nous pousser à être des plus rigoureux quant à l'analyse de leurs affirmations. C'est ce que nous allons voir maintenant. Le 1er de janvier fait 2 pages. Le 2e d'avril fait 5 pages. Le dernier de juin fait 16 pages. Qu'est-ce que vous croyez qui justifie dans les découvertes scientifiques ou médicales une telle amplification de l'information? De qui se moque-t-on? Le premier était un document provisoire. Il ne s'adresse qu'aux professionnels de santé. Le deuxième s'adresse toujours aux professionnels de santé, mais aussi au grand public. Le dernier, en plus d'une actualisation des connaissances et des recommandations, parle aussi des masques tissus pour le grand public. Vous aurez tous les liens dans la description. Ces courbes appartiennent à l'INSEE. Elles correspondent au nombre de morts totales en 2018, 2019, 2020, de mars à septembre. Le virus a donc particulièrement sévi du 15 mars au 15 avril, période où nous étions tous confinés grâce à une mesure historique censée ne pas faire apparaître cette courbe. En moyenne, il se passe 18 jours entre la contamination par la Covid et la mort de la personne infectée. La forte mortalité du confinement est donc en grande partie la conséquence de cette contamination avant confinement. On ne peut pas conclure, d'après ça, que le confinement ne sert à rien. Ce virus aura donc fait un peu plus d'1 million de morts dans le monde, soit bien moins que la tuberculose qui n'interpelle personne. Il y a plusieurs choses à rappeler. La tuberculose en 2019 a fait 1 400 000 morts.
La Covid, un peu plus d'1 million en 8 mois. Il faut comparer le comparable. On parle du nombre de morts sur une année pour la tuberculose, là où on a un nombre de morts sur 8 mois pour la Covid. Il faut aussi prendre en compte les mesures prises pour faire baisser la mortalité de la Covid, comme par exemple le confinement ou le port du masque. L'épidémie de Covid ayant commencé en mars, nous pourrons comparer le nombre de morts avec la tuberculose plus simplement en mars prochain. Le tout en gardant à l'esprit que les mesures prises ont fait baisser la mortalité. Quant à la Suède, qui n'a pas confiné, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Inutile d'en rajouter. La Suède n'a pas confiné, mais elle a mis en place de nombreuses restrictions. Vous aurez toutes les informations sur ce lien dans la description. De plus, la propagation de la Covid, et donc par extension le nombre de morts, est multifactorielle. La densité de population, l'humidité, la pression, la température, etc. doivent être prises en compte. Comparer le nombre de morts en France et en Suède et conclure que le confinement ça sert à rien est au mieux une erreur, au pire un mensonge. Déjà, les masques chirurgicaux, c'est pas très protecteur, puisque c'est même marqué sur la boîte que ça ne protège pas des infections. Cette phrase est vraie, mais les masques chirurgicaux ne sont pas faits pour protéger le porteur contre les aérosols et autres gouttelettes en suspension, mais bien pour éviter que le porteur n'en projette. C'est donc un dispositif de protection collective et pas individuel. Sous-entend que les masques ne servent à rien car ils ne protègent pas le porteur, c'est comme dire qu'un string ne tient pas chaud aux fesses. C'est pas pour ça que le string est fait. En temps normal, il y a 12 000 agressions sexuelles d'enfants chaque jour. Comme nous pouvons le voir dans cette image extraite du 12e rapport au gouvernement et au Parlement par l'Observatoire national de la protection de l'enfance, page 27, il y a eu 19 700 dépôts de plainte pour violences sexuelles sur mineurs durant l'année 2016. On est donc très loin, et heureusement, des 4 380 000 par an que représentent 12 000 cas par jour. Comme indiqué dans le tableau, il y a bien eu 12 650 cas d'harcèlement et agressions sexuelles, mais le texte de la figure 9 nous montre bien qu'il s'agit d'un nombre sur une année, 2016 en l'occurrence. On ne peut pas exterminer un virus. Oh bah, va dire ça à la variole qui a été éradiquée en 1980. Au hit parade des épidémies les plus dangereuses depuis la Seconde Guerre mondiale, la Covid-19 arrive loin, derrière la variole, la rougeole, le VIH ou la grippe espagnole. Il n'y a aucun sens à comparer des épidémies terminées et une en cours et en conclure que celle en cours est moins mortelle. Imaginons, demain, la Covid dans le monde fait 10 millions de morts en plus. Comme par hasard, il n'y a pas eu de grippe cette année. Alors, saison grippale 2019-2020 impactée par la pandémie de la Covid-19. On a 9 semaines d'épidémie, 1,25 million de consultations pour syndrome grippal durant l'épidémie, près de 60 000 passages aux urgences pour grippe dans 6 000 hospitalisations, 860 cas graves admis en réanimation, 3 700 décès attribuables à la grippe durant l'épidémie. Il faut réaliser qu'on a interdit les autopsies. Pour quelle raison, là aussi ? Instruction de l'OMS, etc. Alors, l'OMS ne demande pas d'éviter les autopsies, mais invite les médecins et les établissements de santé à prendre un maximum de précautions quand ils manipulent des corps de personnes décédées du Covid-19. Si une personne est morte pendant la période de contagiosité du virus de la Covid-19, les poumons et les autres organes peuvent encore contenir du virus vivant et des mesures de protection respiratoire supplémentaires seront nécessaires pendant les actes générant des aérosols. S'il est pris la décision d'autopsier un corps présumé ou confirmé infecté par le virus de la Covid-19, les établissements de santé doivent vérifier que des mesures de sécurité sont en place pour protéger les personnes qui pratiqueront l'autopsie. Ils ont analysé 800 articles soi-disant, ils en ont gardé 29, ils ont tout ce qui les arrangeait pas, ils l'ont écarté. Ils ont inclus des données qui n'étaient même pas encore publiées. Cette étude est totalement bidon. Quand on choisit les études qui disent que, en l'occurrence, l'hydroxychloroquine est ou toxique ou un impact négatif ou n'a pas d'impact. Il n'a choisi que il en a choisi 25, je crois, sur les 100. Je crois, il me semble 27, mais enfin bref, peu importe. Ils ont fait du cherry picking. Voici un extrait vidéo de l'un des auteurs qui explique comment ils ont fait pour sélectionner les études. Alors, une méta-analyse, comme son nom l'indique, c'est simplement une analyse qui vise à combiner les résultats de différentes études sur un sujet précis. Et le fait de combiner les résultats de ces différentes études, ça permet d'avoir un regard plus complet statistiquement sur le sujet. On dit qu'on a une meilleure puissance statistique, et par un mécanisme très bête, ici par exemple, c'est qu'on augmente le nombre de patients observés. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'il arrive que des études portant sur un même sujet concluent dans des directions un petit peu différentes ou avec pas la même magnitude de réponse. Et donc le fait de faire cette méta-analyse, de combiner les résultats, ça permet finalement de répondre à des questions qui peuvent prêter à controverse, soit parce que les études elles ont des résultats controversés, ou alors des résultats à la limite de la significativité statistique. Alors évidemment, pour être rigoureuse et puis éviter le cherry picking,
Ça, c'est quand on sélectionne que les études qui ont des résultats qui nous arrangent, ou alors pour éviter aussi le bricolage des données. Il y a une méthodologie très rigoureuse qu'on doit suivre pour conduire la méta-analyse. D'abord, on doit identifier et écrire le problème, la question à laquelle on veut répondre. Ensuite, on doit décider des critères d'inclusion et d'exclusion des articles. Donc on écrit tous les articles qui ont ces critères, on les garde, tous les articles qui n'ont pas ces critères, on les vire, et ça permet d'être très objectif. Ensuite, on va chercher les articles dont on a besoin sur des bases de données de référence, d'articles. On trie les études par rapport aux critères. Ensuite, on extrait les données des études qu'on a gardées, on construit un gros tableau Excel en gros, puis à partir de ce tableau, on fait la méta-analyse. Et là, pareil, la méta-analyse répond à des critères méthodologiques, statistiques très précis. Le fait qu'on ait cette méthodologie très rigoureuse, ça fait que la méta-analyse, à l'heure actuelle, c'est le plus haut niveau de preuve dans l'evidence-based medicine, qui est la médecine basée sur les preuves, qui est ce qu'on utilise maintenant pour tester tous les protocoles de soins, les médicaments, etc. Voilà, ça se passe de commentaires. On a observé dans plein de pays, mais très proches de nous, dans la Suisse, mais d'autres pays européens et plus lointains, en Asie, en Amérique, on a vu un pic de mortalité pendant 2-3 semaines qui était l'effet Lancet, puisque les gens avaient arrêté de prescrire. L'annonce du Lancet a été faite le 22 mai. Voici la courbe de la mortalité en Suisse, en Allemagne, un autre pays européen donc. Aucun pic de mortalité suite à l'annonce du Lancet le 22 mai. La médecine n'est pas une science. La médecine, par définition, c'est la science qui a pour l'objet la conservation et le rétablissement de la santé. Aujourd'hui, le milliardaire se retrouve face à un autre géant, l'avocat Bob Kennedy, qui a lui près de 400 000 dossiers d'enfants handicapés à la suite de vaccinations en un peu rapides et parfois forcées. Des publications qui circulent sur les réseaux sociaux depuis fin avril affirment qu'une campagne de vaccination contre la polio soutenue par la fondation Bill Gates en Inde aurait laissé 496 000 enfants paralysés entre 2000 et 2017. Si ce type de paralysie existe réellement, seule une vingtaine de cas développés à cause de poliovirus dérivés d'une souche vaccinale ont été répertoriés sur cette période selon l'OMS. Pour plus d'informations, allez voir le lien dans la description. Fabrice Priès est camarade de promo d'Emmanuel Macron. C'est faux, le PDG de la FAP a fait partie de la promotion Denis Diderot de 1984 à 1986, tandis qu'Emmanuel Macron a été diplômé en 2004, promotion Léopold Sédar Senghor. Bill, sans attendre, prend les devants. Il dépose en 2018 un brevet qui va faire le lien entre des nanoparticules et la crypto-monnaie. C'est Microsoft qui a déposé un brevet et pas Bill Gates. Il faut savoir que Bill Gates ne s'occupait plus des affaires de Microsoft depuis 2006. Il a abandonné la présidence du conseil d'administration en 2014 et quitte définitivement le conseil le 13 mars 2020. Or, le brevet est déposé 13 jours plus tard, le 26 mars. Donc je suis profiler, net profiler, chercheur en comportement des cybercriminels. J'ai développé des théories scientifiques et divulgué 5 qui sont étudiées dans pas mal de pays du monde entier. Nadine Tozo, une profileuse intervenant dans le très contesté documentaire Hold Up, a été condamnée pour escroquerie et tentative d'escroquerie en 2014. Elle avait demandé de l'argent aux parents d'un jeune homme décédé pour mener ses propres recherches et prouver qu'il ne s'était pas suicidé, comme l'affirmaient les conclusions d'enquête officielle. Il est troublant de noter que les caractéristiques des pseudosciences sont tout à fait valables pour ce faux commentaire. La pseudoscience reste indifférente aux faits. La recherche pseudo-scientifique est invariablement bâclée. La pseudoscience débute sur une hypothèse faisant habituellement appel à l'émotion et spectaculairement invraisemblable, et ne cherche ensuite que des éléments ou articles la confirmant. La pseudoscience reste indifférente aux critères de la preuve solide. La pseudoscience repose fortement sur la validation subjective. La pseudoscience fait davantage confiance dans les conventions arbitraires de la culture humaine plutôt que dans la régularité immuable de la nature. La pseudoscience se termine toujours en absurdité si on la pousse jusqu'au bout. La pseudoscience évite toujours soigneusement de vérifier ses déclarations dans des expériences significatives. La pseudoscience se contredit souvent, même dans ses propres termes. Au-delà de ces contre-vérités ou du caractère sulfureux de certains des intervenants, ce qui me dérange le plus, c'est que rien n'est fait pour permettre au spectateur d'utiliser son esprit critique. Tout est fait pour le manipuler. Avant de vous expliquer comment on peut être manipulé, il est essentiel de comprendre une chose, nous sommes tous manipulables, ce qui a comme conséquence que tous, autant que nous sommes, pouvons potentiellement croire en une théorie du complot si on nous manipule dans ce but. Il ne faut surtout pas croire que l'on est supérieur ou plus intelligent parce qu'on n'adhère pas à la thèse complotiste avancée dans Hold Up. Ce point étant dit, passons maintenant à l'explication de comment on peut être manipulé. Il faut savoir qu'il existe 2 systèmes qui permettent à notre cerveau d'analyser des données. Le système 1, rapide, stéréotypé, inconscient, demandant pas d'effort, et le système 2 qui est lent, logique, conscient et qui demande un gros effort.
Par un souci d'efficience, le système 1 est le plus souvent utilisé pour les prises de décision, et c'est à ce système que le manipulateur doit s'adresser pour maximiser ses chances de réussir. La théorie de l'engagement énonce que les actions que l'on réalise influencent fortement nos actions et nos choix futurs. On peut résumer ça grossièrement par si j'ai déjà fait A et B, il serait incohérent de ne pas faire C aussi. Ici, par rapport à ce documentaire, si vous avez partagé la campagne Ulule de Hold Up et fait un don, alors il serait incohérent de ne pas le défendre dans les commentaires sous cette vidéo. Le conditionnement désigne l'acquisition d'un comportement par la répétition d'un stimulus. Au fur et à mesure des répétitions, le cerveau associe le stimulus au comportement qui devient alors une réponse réflexe. Cette association stimulus-réflexe est artificielle, acquise par la répétition et l'expérience. Dans le cadre de la Covid, beaucoup de rassuristes ont pris la parole dans les médias, et n'étant quasiment jamais remis en question par des experts, semant le doute et conditionnant les spectateurs. Afin d'expliciter en quoi cela pose souci, je vous laisse voir l'article de Numérama, le lien est dans la description. La soumission librement consentie. Sentir que l'on est manipulé n'est jamais agréable. On ressent cela comme une intrusion, un parasitage de notre système de prise de décision. Cela provoque résistance et méfiance et actionne le fonctionnement intensif du système 2 avec tous les risques que cela induit. Déclenchement d'une alerte, imperméabilité aux futures techniques d'influence, etc., etc. Un des moyens d'éviter cet écueil est d'utiliser un concept introduit par Jonathan L. Friedman et Scott C., la soumission librement consentie. Il s'agit d'une collection de procédés qui consiste à donner le sentiment à sa cible qu'elle est l'auteur d'une décision, même si elle est totalement influencée. De nombreuses méthodes contribuent à donner cette impression artificielle de liberté et de libre arbitre, notamment l'induction sémantique. L'induction sémantique, c'est l'utilisation de sous-entendus, de suggestions, c'est la création d'un contexte et d'un environnement favorable à orienter la cible vers une décision plutôt qu'une autre. C'est exactement ce que fait Hold Up, par exemple, ici. Le 1er de janvier fait 2 pages. Le 2e d'avril fait 5 pages. Le dernier de juin fait 16 pages. Qu'est-ce que vous croyez qui justifie dans les découvertes scientifiques ou médicales une telle amplification de l'information? De qui se moque-t-on? En plus de la manipulation dont on peut être sujet, comme vu précédemment, il existe aussi beaucoup de biais cognitifs qui nous poussent à croire vraies des choses factuellement fausses. Un biais cognitif est une distorsion dans le traitement cognitif d'une information. Le terme biais fait référence à une déviation systématique de la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. Le biais de confirmation est la tendance très commune à ne rechercher et à ne prendre en considération que les informations qui confirment les croyances et à ignorer ou discréditer celles qui les contredisent. Le biais de cadrage est la tendance à être influencé par la manière dont un problème est présenté. L'illusion de savoir consiste à se fier à des croyances erronées pour appréhender une réalité et à ne pas chercher à recueillir d'autres informations. En psychologie, l'ancrage désigne la difficulté à se départir d'une première impression. C'est un biais de jugement qui pousse à se fier à l'information reçue en premier dans une prise de décision. Dans la première minute 30 de ce documentaire, nous avons la présence d'un prix Nobel, d'un docteur en médecine, d'un ancien directeur de recherche, d'un directeur de publication, d'une psychiatre et d'un anthropologue de la santé. Cela donne une fausse impression de qualité et de sérieux et donne une bonne première impression. Il est marrant d'ailleurs de comparer le début de Hold Up avec sa fin. Hold Up finit par une voyante. Oh non, mais je fais pouf, je préférais celui d'avant. Hein. Vous connaissez Non. Ah non, puis alors, non, quoi. Non, mais ça, c'est un monsieur, c'est ce genre de personne, on appelle ça un suiveur dans mon métier. C'est-à-dire, je fais ce qu'on me dit, puis je réfléchis pas. C'est aussi simple que ça, s'il faut le faire, je le fais. Tant que c'est dans mes intérêts, tant que tout va bien dans ce système-là, c'est pas un décideur dans le sens propre du terme, c'est un suiveur. En plus de ces biais, il est important de noter que les discours des gourous ou des complotistes est très souvent dichotomique. Le discours dichotomique ou le discours binaire est une simplification abusive du réel. Un exemple concret. On m'a répondu de retourner sucer la bite de Macron juste parce que j'émettais des doutes quant à la qualité de l'étude de Raoult. Ce qui revient à dire, soit tu es pro-Raoult, soit tu es pro-Macron. On voit donc ici que le discours dichotomique gomme toute nuance. Je suis ni pro-Raoult, ni pro-Macron, je cherche simplement la vérité. Dans Hold Up, le discours dichotomique influence le spectateur et le pousse à adhérer à sa thèse. Il s'agit bien ici d'un biais de cadrage. Le biais de cadrage est, je le rappelle, la tendance à être influencé par la manière dont un problème est présenté. Avant de continuer, j'aimerais revenir sur la définition du mot complotiste que j'ai faite en début de vidéo, à savoir
Un complotiste, c'est un défenseur d'une théorie du complot. Par expérience sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que ces termes étaient mal employés. En effet, il est beaucoup trop utilisé avec mépris, ce qui braque alors la personne qui en est affublée. Je dis ça juste pour vous dire d'être bienveillant sur l'internet. Ne soyez pas un trou du cul, même, surtout, devrais-je dire, si la personne n'a pas le même avis que vous. Je trouve qu'il est plus intéressant de dire qu'un complotiste est une personne qui croit en une théorie du complot. En effet, l'utilisation du verbe croire nous permet de comprendre qu'il s'agit d'une croyance. Et une croyance, on sait ce que c'est en psychologie, et on sait même comment les modifier. En changeant un mot, nous avons une piste pour que notre réalité se rapproche au mieux de la réalité. C'est pas mal, hein? En psychologie, la croyance désigne l'attitude intellectuelle d'une personne qui tient pour vrai un énoncé ou un fait sans qu'il y ait nécessairement une démonstration objective et acceptable de cette attitude. Travailler sur ses croyances sur la Covid demande d'avoir des connaissances sur plein de sujets. Par exemple, il faut savoir ce qu'est un argument fallacieux et les reconnaître afin de savoir si on nous manipule. Et il y en a quasiment 90 sur la page Wikipédia. Il faut aussi connaître les biais cognitifs pour être certain que notre cerveau ne se trompe pas dans l'analyse de données. Et il y en a quasiment 50 sur la page Wikipédia. Il faut aussi savoir faire des recherches correctes et dans le cadre de la Covid, il faut avoir des connaissances sur ce qu'est la science. Cela signifie comprendre la nature même de la science, les critères de la preuve, la conception d'expériences significatives, l'établissement des différentes possibilités, la vérification des hypothèses, l'élaboration des théories, les nombreux aspects des méthodes scientifiques qui permettent de tirer des conclusions plausibles et fiables au sujet de l'univers physique. Alors si vous n'avez pas ce minimum de connaissances, vous ne pouvez pas savoir si on vous manipule, si votre analyse est biaisée, ou encore vous ne pouvez pas comprendre pourquoi le fait que Raoult n'ait pas fait un groupe contrôle, ou que Raoult publie dans des revues prédatrices, est problématique. Tester nos croyances demande deux choses, être honnête avec soi-même et du courage. En effet, cela peut amener à ce qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire deux croyances opposées dans le même cerveau. Et il faut l'avouer, ce n'est pas très agréable. En fait, en questionnant nos croyances, nous passons du système 1, rapide, stéréotypé, inconscient et demandant pas d'effort, au système 2, lent, logique, conscient et qui demande un effort. Partons de la croyance suivante. Je crois que le protocole de Raoult soigne la Covid. Posons-nous maintenant les questions suivantes. Qui est Raoult? Raoult est un spécialiste des maladies infectieuses, il est donc légitime pour parler de la Covid. Puis-je faire confiance à Raoult? En 2006, Raoult et son équipe sont interdits de publication pour manquement éthique. Cela signifie qu'il faut que je fasse mes vérifications avec sérieux. Raoult a aussi pris des positions clivantes sur des sujets dont il n'est pas expert, par exemple le climat. Il me faut être prudent et vérifier correctement ses affirmations. J'ai aussi trouvé une vidéo qui montrait toutes les contradictions de Raoult concernant la Covid. Il y en a beaucoup, cela m'invite à nouveau à la plus grande prudence. Est-ce que j'ai les connaissances suffisantes pour vérifier ce que disent les études faites par Raoult? Non. Est-il alors raisonnable de croire Raoult sur parole? Non, car il peut mentir ou se tromper, tout expert qu'il soit. Dans ces conditions, pourquoi je crois Raoult? Parce qu'il est anti-système, par exemple. Y a-t-il un consensus d'experts sur ce sujet? Oui. Quel est ce consensus? Le protocole Raoult ne guérit pas de la Covid. Est-il raisonnable de penser que Raoult a raison contre tous? Quand on connaît comment fonctionne la science, non. Spoiler, le fonctionnement de la science fera prochainement l'objet d'une série de vidéos sur cette chaîne. Conclusion, il paraît raisonnable de conclure que le protocole Raoult ne guérit pas de la Covid. Il faut avoir conscience d'une chose, c'est que se poser des questions sur la validité d'une croyance, comme nous venons de le faire, ce n'est ni plus ni moins ce qu'on appelle la pensée critique, ce qui est la base de la zététique. La zététique étant définie comme l'art du doute par Henri Broch, le terme d'art se comprenant au sens médiéval d'habilité, de métier ou de connaissance technique, en clair de savoir-faire didactique, qui sans être une fin en soi, est un moyen pour la réflexion et l'enquête critique. La zététique permet donc, via ce questionnement méthodique, de remettre en cause et de modifier nos croyances, le cas échéant. Ou encore mieux, si elle est utilisée en amont, elle permet d'éviter au maximum de croire en des croyances qui ne sont pas en adéquation avec la réalité connue. Réalité, je le rappelle, qui est vraie jusqu'à preuve du contraire. Évidemment, l'exemple que j'ai donné n'est clairement pas exhaustif. Il s'agit juste de vous montrer un exemple du questionnement intérieur que l'on peut avoir. Mais il y a beaucoup d'autres questions qu'il faudrait se poser. Il est temps, sans transition aucune, de conclure cette vidéo. Nous avons vu qu'un grand nombre des intervenants avaient un discours et un comportement dangereux, loin de tout consensus scientifique, et nous avons débunké certaines des bêtises apparaissant dans ce documentaire. Je me suis globalement concentré sur les mensonges liés à la Covid. Hold Up est une fiction complotiste saupoudrée d'un peu de vérité. Et quand il dit la vérité, il ne fait qu'effleurer les sujets abordés. Avec un budget de 500 000 €, ça aurait pu être carrément mieux. Comme nous l'avons vu dans cette vidéo, Hold Up ment, manipule ses spectateurs, ne leur donne pas la possibilité de faire fonctionner leur esprit critique. Il faut aussi noter que certains intervenants ont pris du recul,
voire se sont désolidarisés d'Hold Up. C'est le cas de Madame Monique Masson-Charlot. Ou encore de Philippe Douste-Blazy qui a pris du recul vis-à-vis du caractère complotiste d'Hold Up. Une nouvelle fois, cela montre qu'Hold Up ne s'étouffe ni avec le respect, ni avec l'honnêteté. Vu les nombreux mensonges de ce documentaire, on ne peut pas dire qu'Hold Up informe. Il est donc légitime de se poser la question de pourquoi ce documentaire existe si ce n'est pas pour informer. Eh bien, avec un brin de cynisme, je dirais que c'était simplement pour la thune. En effet, Hold Up a gagné plusieurs centaines de milliers d'euros. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de clapper la vidéo. Clapper, ça veut dire commenter, liker, abonnez-vous et partager. C'est un moyen simple et gratuit pour vous de me soutenir. Et surtout, n'oubliez jamais qu'il est aussi facile de juger et de l'ouvrir sur Internet qu'il est difficile de prendre du recul et d'avoir de l'esprit critique. Bisous.